Salut les gens, on est aux Arcs, plus précisément au Festival du cinéma européen des Arcs, où je fais partie du jury court-métrage, donc c'est cool, super expérience. Et je m'en serais vraiment voulu de ne pas en profiter pour vous faire une petite vidéo à la cool, posée sur un sujet en l'occurrence des 3 films à découvrir ou redécouvrir. Mathieu est avec moi, le crew m'a rejoint. Bonjour oui. Mathieu. Oui, bonjour. Je suis content. Jimmy derrière la caméra qui a la gentillesse de cadrer. Ah, il y a des cigares qui arrivent, tu vas te les prendre dans le dos. Bonjour. Donc ouais, pour l'occasion j'ai eu envie de vous faire un petit 3 films à redécouvrir. Pas sur la thématique de la neige, ni de Noël. Je suis déjà essoufflé, putain, il n'y a pas assez d'oxygène ici. Et je vais vous faire un sujet sur les suites improbablement bonnes. Parce que bien sûr, il y a tout le discours qui consiste à dire que les suites c'est forcément mauvais. Non, pas forcément. Terminator 2... Non, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en aura pour tous les goûts. Il y aura de la science-fiction, de la comédie et de l'horreur. Donc on commence tout de suite. J'enlèverai bien mes lunettes, mais j'ai les yeux défoncés par la luminosité. Vous m'excuserez. Le premier film donc que je voulais vous conseiller, c'est 2010, qui est, comme son nom ne l'indique pas, sorti en 1984, et qui est la suite de 2001, sorti en 1968. Beaucoup trop de dates. Et c'est un film de Peter Hyams, qui est à la base un chef opérateur, donc quelqu'un qui est très à l'affût de la lumière, des plans, de la composition, qui est passé réalisateur, qui s'est fait connaître notamment pour Outland, qui est un western de l'espace avec Sean Connery, et plus récemment avec la version de D'Artagnan où Tim Roth fait du kung-fu, que j'ai détesté, mais reste qu'il a fait en 84 en tout cas, cette suite de 2001, qui était improbable comme projet. C'est à la fois la suite de 2001, mais c'est aussi une adaptation de 2010, le roman de Arthur C. Clarke, qu'il a écrit à la suite de son roman, donc 2001, qui est sorti en 1982. C'est un bordel putain de toutes ces dates. Donc forcément, ça paraissait absolument improbable de faire une suite à 2001 qui soit en tout cas à la hauteur du film de base, parce que par-delà même la science-fiction, c'est un classique du cinéma absolu, qui a ce côté très intemporel. Et d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous conseiller un autre film qui est pour moi presque jumeau en fait de 2010, c'est Psychose 2. Pareil, Psychose 2 est sorti en 1983, donc un an avant 2010, et la suite de Psychose, premier du nom, sorti en 1960, qui est un classique absolu du cinéma, qui a su s'extirper de son genre, qui est le genre du thriller. Et voilà, encore un film dont il est perçu que c'est pas possible d'en faire une suite qui tienne la route. Sauf que, avec 2010 et Psychose numéro 2, on est sur du film tout à fait correct, si ce n'est bon. C'est vraiment très surprenant, ces deux films qui en 83 et 84, qui en 83 et en 84 ont vraiment eu en plus un succès commercial, et des critiques pas si mauvaises que ça, même plutôt bienveillantes. Parce que c'est des films vraiment qui sont faits pour de bonnes raisons, qui n'arrivent bien sûr pas du tout à se hisser à la hauteur de leurs prédécesseurs, mais qui arrivent vraiment à en offrir une continuité qui est à la fois logique, de bonne tenue en termes cinématographiques, avec une mise en scène qui est tout à fait correcte. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces deux films. Voilà, j'ai fait un écart par Psychose numéro 2, mais je vais revenir à 2010. 2010 prend la suite quasi directe de 2001, avec le vaisseau Discovery One qui est encore en orbite autour de Jupiter, les astronautes dont Dave Bowman qui ont été déclarés disparus. Et en gros, il y a un contexte de guerre froide, bien entendu, sur Terre, entre soviétiques et américains. Et il y a une mission de sauvetage ou de reconnaissance en tout cas qui va être lancée pour comprendre ce qui est arrivé, pourquoi l'ordinateur HAL 9000 a pété un plomb. Sauf qu'il y a une course contre la montre en fait, parce que l'épave de Discovery One menace de s'écraser sur un des satellites de Jupiter, si ma mémoire ne me joue pas des tours. En tout cas, il y a une course contre la montre et les soviétiques et les américains se tirent bien entendu la bourre pour être les premiers à aller voir ce qui s'est déroulé. Et en fait, les Américains se rendent compte que le Discovery 2 qu'ils sont en train de construire ne sera pas finalisé à temps. En fait, ils vont tous embarquer à bord d'une navette soviétique. Les gouvernements vont arriver plus ou moins à un accord, donc il va y avoir une cohabitation en contexte de guerre froide au sein de cette navette pour aller voir ce qui s'est passé donc en orbite de Jupiter. Un mouvement. Donc voilà, ça c'est le postulat. Et le premier réflexe en regardant 2010, en fait, c'est se dire déjà que ça a de la gueule, ça tient la route. C'est plus Douglas Trumbull qui s'occupe des effets spéciaux, contrairement à 2001, mais c'est la boîte d'effets spéciaux qu'il a créée. Donc il y a une certaine continuité. Entre-temps, bien sûr, les capacités d'effets spéciaux ont aussi évolué. Star Wars est passé par là, notamment. Il y a un petit, je trouve aussi dans les intérieurs de vaisseaux, il y a un petit truc esthétique qui n'est pas sans rappeler Alien. Mais en tout cas, ça a de la gueule. Mais paradoxalement, en fait, c'est un film qui a beaucoup moins bien vieilli que 2001.
pas forcément à cause des effets spéciaux qui ont mal évolué, mais tout simplement par le postulat, quoi, le fait que ça se passe dans un contexte notamment de guerre froide très appuyé. Il y a énormément de scènes qui se passent sur Terre avant que les personnages n'embarquent à bord de la navette, ce qui inscrit tout ça vraiment dans un truc très daté, très ancré dans cette époque, ce qui fait dans une certaine mesure aussi office de document de l'époque, donc ça reste intéressant, mais ça lui donne un cachet vraiment très identifié dans le temps, contrairement à 2001, qui lui reste par bien des aspects assez intemporels. Il y a 2-3 trucs qui ont un petit peu vieilli, vraiment qui étaient marqués par l'époque, par la fin des années 60, mais globalement, il garde ce truc totalement intemporel et pas du tout marqué par les modes de l'époque. Voilà, on monte à Arc 2000. Donc voilà, le parti pris du film lui donne un côté très identifié, dans le temps qu'il donne une pertinence politique, mais en même temps, c'est marrant, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Après, en termes de réa, c'est un film aussi qui prend le temps, dans la foulée de 2001, de poser vraiment son univers, poser l'immensité spatiale, donner en fait une sensation d'échelle par cette sensation du temps qui passe, et cette sensation d'immensité, donner l'échelle de l'humain perdu dans l'infinité du cosmos. Le film y arrive vraiment bien. Il y a des scènes notamment quand ils essaient d'accoster à Discovery One qui sont vraiment superbes en termes de suspense, en termes visuels. Donc ça fonctionne très très bien en termes de réa. On voit que Peter Hyams a abordé vraiment le projet dans les meilleures intentions. Il avait plus ou moins eu la bénédiction de Kubrick qui a dit « fais comme tu veux, je m'en branle ». En gros, il lui a dit ça, quoi, mais en mode un peu plus bienveillant. On arrive. En termes de scénar aussi, le film étant basé sur aussi les écrits, encore une fois, de Arthur C. Clarke, et reste très raccord aussi avec ce qui fait l'identité scénaristique, mais aussi spirituelle de 2001, notamment dans la dernière partie de 2010, où ça part sur des considérations métaphysiques qui pourront peut-être en perdre certains, mais qui sont très touchantes et qui donnent encore cette sensation d'infinité, qui faisait une bonne partie en fait de la réussite de 2001, qui est moins forcément maîtrisée sur 2010, mais qui reste donc très raccord avec ça, et qui offre une continuité qui est vraiment satisfaisante sur l'évolution des personnages, sur ce qu'on apprend, sur ce qui s'est passé sur Dave Bowman, sur toute la manière de revisiter aussi l'univers de 2001. Je vais m'interrompre un moment pour qu'on puisse passer, n'est-ce pas ? Les acteurs sont vraiment bons, c'est des pointures, il y a John Lithgow, il y a Helen Mirren, il y a Rush Hader, bref, c'est du tout bon niveau casting, c'est du tout bon niveau quasiment tout en fait, sauf que n'ayant pas toute l'étendue du côté visionnaire du Kubrick, ça reste un film qui est un très très bon film de SF, mais pas du tout une pierre angulaire dans l'histoire du cinéma. Donc il faut le prendre pour ce qu'il est, et si vous êtes sensible à ce qu'a été 2001, tout en restant bienveillant envers un film qui n'arrive pas à se hisser à sa hauteur, mais est animé des meilleures intentions et réussit vraiment pas mal de ses partis pris, je vous le conseille ardemment. On est sur un tapis roulant, on l'est complètement, il y a des gens là-bas. Deuxième film que je vais vous conseiller, c'est Anchorman 2, réalisé par Adam McKay, qui est sorti en 2013, et qui est une suite du premier Anchorman, qui était sorti en 2003, 2004, je sais plus, je vais vérifier juste après. Mais bref, il y a presque 10 ans qu'ils séparent les deux, et c'est pas un film complètement inconnu, loin de là, mais je suis encore surpris de voir à quel point en fait les films les collaborations entre Adam McKay et Will Ferrell sont encore en fait assez méconnus en France. La plupart des films que Will Ferrell fait restent quand même ont un suivi assez culte, mais restent l'apanage d'un petit groupe en fait de gens très loyaux à ces comédies. Et finalement, le grand public connaît assez mal ces productions. J'ai l'impression que Anchorman, ça reste le truc le plus généralement, enfin le moins méconnu en tout cas. Mais j'avais envie de vous en parler parce que déjà, Anchorman 2 est une suite vraiment très étonnamment bonne. C'était typiquement le genre de suite qui peut se vautrer complètement en rajoutant des caisses sur un type d'humour en fait qui, même s'il joue souvent sur la lourdeur, doit quand même être dosé d'une certaine manière. Et là en fait non, c'est une comédie qui a réussi à saisir tout ce qui était l'humour et la réussite de la première version, mais qui arrive justement à l'emmener sur un autre level. Les fous. Donc je sais pas à quoi ça tient vraiment l'humour qui est devenu en fait la marque de fabrique de Will Ferrell est fondé sur ce qu'on appelle le cringe, sentiment d'embarras en fait. C'est l'espèce de décalage des personnages avec les situations qui les entourent, souvent des personnages d'une bêtise crasse mais qui devient tellement over the top qu'elle devient attachante. Et ouais, cette sensation de cringe constant, cette sensation d'être embarrassé pour les personnages, embarrassé pour ceux qui les entourent, embarrassé des situations, mais c'est un embarras à la fois qui crée un rire qui peut être parfois un peu nerveux, mais qui recèle des trésors d'imagination comique, et qui fonctionne en tout cas
très bien sur moi. Et je crois que Anchorman 2, c'est la meilleure comédie avec Will Ferrell à mon sens. L'histoire, pour ceux qui connaissent pas, vu que c'est quand même une vidéo pour conseiller, et on va se gameler complètement sur les plaques de verglas. Ça se déroule au début des années 80. C'est l'histoire de Ron Burgundy, qui après le premier... qui après le premier film en fait est devenu un présentateur bien établi, avec sa femme qui s'appelle Veronica. Ils sont tous les deux présentateurs donc, de news à la télé. Et donc Ron Burgundy étant un abruti un petit peu en décalage avec la réalité, il ne suspecte pas le fait qu'il va se faire virer, tandis que sa femme Veronica se voit offrir en fait un poste de prestige pour son boulot. Donc Ron Burgundy le prend très mal, étant un putain de gros macho qui peut pas du tout supporter le fait déjà qu'une femme puisse le supplanter, mais en plus sa femme, donc il se sent émasculé. Il n'a plus de boulot, donc il va trouver des espèces de contrats complètement improbables pour joindre les deux bouts. Et en fait, le temps passe et il y a quelqu'un qui va le retrouver au fond du trou et lui proposer de devenir présentateur sur la toute première chaîne d'infos en continu, de l'info 24h sur 24. C'est une nouveauté à l'époque. Et donc Ron Burgundy va accepter et il va aller réunir son équipe qu'il avait dans le premier volet. En fait, il va choisir de faire de l'info putassière plutôt que de la véritable info journalistiquement pertinente. Et je vous en raconte pas plus, il faut voir la suite. Salut, ça va ? Tu veux parler dans mon gros micro-pistolet ? Le type d'humour de Will Ferrell, des comédies généralement de Adam McKay, c'est un type d'humour qui est fondé vraiment déjà sur l'abattage comique forcément des comédiens, qui leur donne beaucoup de latitude. Comme on est sur un humour qui fonctionne sur le cringe, il y a beaucoup de situations qui vont vraiment s'étirer jusqu'au malaise le plus total, jusqu'à ce que les rires fusent. Donc il y a beaucoup de latitude qui est donnée en fait aux performances des comédiens, donc ça repose pas mal sur eux, et ils sont tous vraiment irréprochables dedans. Mais c'est un humour qui fonctionne aussi sur une certaine gestion du rythme, et c'est un truc que j'adore. Cette manière en fait de couper le rythme des scènes à un moment où on l'attend pas forcément. Cette scène notamment où c'est une scène complètement anodine en fait, où ils sont en train de parler d'un truc prétendument drôle, ils vont tous éclater de rire, mais de manière tellement courte et tellement fulgurante que ça crée un décalage complet qui à la fois les fait passer pour des abrutis, mais en même temps sur des mecs qui sont juste branchés sur un autre mode d'existence. C'est très bizarre en fait, c'est un truc qui fonctionne sur plusieurs niveaux. C'est une honte de faire un festival de cinéma dans un cadre aussi atroce. Moi ça me révulse. En fait c'est un type d'humour à la fois qui est très très américain, encore plus dans le cadre de Anchorman, parce que c'est un univers qui est l'univers des Anchormen, qui est la manière d'appeler les présentateurs vedettes de news à la télé, sur des chaînes locales souvent. Enfin, il y a un truc très 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 américain en fait dans l'univers qui est décrit. Et il y a un humour qui, en termes d'écriture aussi, est assez américain. Mais en même temps, c'est un humour qui puise aussi dans sa relation à l'absurde, dans l'humour anglais. Il y a un côté très pittonesque, anti-pittonesque dans certaines scènes. Donc c'est vraiment pour moi à la fois humoristiquement un des pinacles de Will Ferrell et de son écriture, vu qu'il a écrit aussi le film avec Adam McKay. Et plus largement, je trouve tout simplement que c'est une des meilleures comédies américaines des 5 dernières années, voire des 10 dernières années. Allez, je m'emporte, mais il y a un truc très très abouti dans le type d'écriture et dans cette manière de constamment être à la limite, en fait, la limite de la rupture, du malaise, du rire. Il y a un travail super intéressant là-dedans et c'est maîtrisé. Et puis Paul Rudd en slip, ça me fait toujours rire. Le troisième film que je vais vous conseiller est un film d'horreur, c'est Hellraiser numéro 2, Hellbound de son petit nom, qui est sorti en 1988, un an après le premier Hellraiser qui est sorti en 87, qui est réalisé par, je paume toujours son nom, Tony Randell. Ouais c'est ça, Tony Randell. Tony Randell qui, je peux pas en dire grand chose de ce réalisateur, à part que quelques années plus tard, c'est lui qui a réalisé l'adaptation live de Ken le Survivant. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Le premier Hellraiser donc était sorti en 87, c'était l'adaptation d'un livre de Clive Barker, réalisé par Clive Barker, scénarisé par Clive Barker. Clive Barker n'a pas réalisé énormément de films, mais ils sont tous intéressants pour différentes raisons, donc ils méritent tous le détour, donc je vous les conseille au passage. Quoi ? En fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est qu'il y a une sorte de boîte qui ouvre en fait sur une dimension, une autre dimension qui est peuplée de créatures qu'on appelle les Cénobites, qui sont harnachés de cuir, qui ont des modifications corporelles, qui sont des écorchés. Enfin, c'est en fait une métaphore de tout ce qui est bandage, SM et pratique un petit peu alternative d'une certaine contre-culture. Et en fait, dans le premier Hellraiser, grosso modo,
L'héroïne va découvrir ce monde-là. Je vous passe les détails vraiment de l'intrigue, mais globalement, on a toute cette esthétique et cette dimension quasi infernale peuplée des Cénobites qui, lorsqu'on manipule bien, correctement la boîte, apparaissent donc et emportent ceux qui ont ouvert la boîte dans cette dimension infernale. Et le deuxième, en fait, prend exactement là où le premier s'est arrêté. C'est un petit peu comme Halloween 1 et 2. On peut presque les considérer comme un seul gros film. Et en fait, la production du deuxième a été... Il y a de la musique partout. La production du deuxième, en fait, a été rushée avant même que le premier ne sorte. Le studio avait sûrement conscience de tenir un matériau fort et d'avoir quelque chose qui serait susceptible d'avoir pas mal de suites, d'autant qu'on est dans les années 80 et que c'est la mode des franchises de slasher, les Freddy, les Jason, les Michael Myers et compagnie. Et donc en fait ils sont sortis coup sur coup en 87 et 88 et le deuxième, c'est à la fois la force et la faiblesse du deuxième, c'est qu'il est vraiment dans la continuité du premier et vraiment en étoffe l'univers en reprenant vraiment... Tiens, on va marcher un petit peu. Il arrive à étoffer vraiment l'univers du premier en étoffant toute sa mythologie, mais je vais y revenir. Mais à la fois, comme il a été rushé, c'est plus Clive Barker qui le réalise, donc il n'a pas non plus scénarisé. Par contre, il a créé l'histoire de base, et ensuite sur laquelle s'est basé le scénariste. Donc à la fois, c'est sa force parce qu'il étoffe la mythologie, mais c'est aussi sa faiblesse parce que, ayant été rushé, en fait, c'est un film qui est perclus d'incohérences, d'ellipses, de trucs complètement what the fuck qui vont faire hurler tous les tenants de la continuité dans les films. Téléportation dans un endroit où il y a moins de bruit, même s'il y a du bruit. Mais en même temps, tous ces problèmes d'ellipse et d'incohérence, c'est pas un truc qui me gêne outre mesure dans ce genre de film. En fait, c'est ce que je disais quand j'ai fait la chronique sur Frayeur de Lucio Fulci. C'est typiquement le genre de film en fait, qui est fondé sur une logique de cauchemar, où on vogue d'une vision de cauchemar à une autre, sans forcément de cohérence, mais il n'y a pas vraiment de cohérence dans les cauchemars, donc c'est pas super gênant. Après, j'excuse pas toutes les insuffisances du film de cette manière. Il y a certains trucs qui fonctionnent pas dedans, mais qui fonctionnent pas juste pour des raisons purement d'écriture. Donc on peut lui reprocher certains trucs, mais globalement, ça lui donne ce côté vraiment onirique, très très sombre, qui fonctionne très bien, je trouve. Et d'ailleurs, si je parle de Fulci, c'est pas pour rien, parce que plus que Frayeur, en fait, ce film me rappelle l'au-delà, notamment pour sa manière de décrire la dimension infernale, l'enfer, au sens générique du terme. Notamment dans le dernier segment de Hellraiser 2, l'héroïne entre dans la dimension infernale des Cénobites, on la voit enfin, et c'est esthétiquement très très inspiré des travaux en fait, d'un artiste graphique qui s'appelait Escher, qui était un néerlandais qui a vécu au XXe, qui est mort dans les années 70 je crois, qui a dessiné toutes ces espèces de visions non euclidiennes avec des escaliers qui se chevauchent, on ne sait pas trop, une espèce de perte de repère complète. Et même si cette représentation d'enfer a assez mal vieilli dans le film, parce qu'on voit vraiment les matte paintings assez voyantes, il y a une ambiance très particulière qui en ressort, cette dimension infernale qui est assez fascinante. Je trouve ça esthétiquement, c'est un truc qui me parle vraiment, qui parle à mon imaginaire. C'est un truc que j'ai adoré vraiment dans ce film, même si, encore une fois, en termes d'effets spéciaux, en termes de représentation et par bien des aspects, le film a assez mal vieilli. En tout cas, concernant plus spécifiquement l'histoire de ce Hellraiser 2, je vous en dis pas trop, vous n'avez pas besoin de trop en savoir. Ça prend vraiment, comme je le disais, la suite directe du premier, où l'héroïne, en fait, suite aux événements du premier, a été internée et elle essaie de convaincre en fait les médecins qui la suivent de ce qui s'est passé. Bien sûr, les médecins sont incrédules. Et il va s'avérer que le mec qui est en charge d'elle a plus d'idées derrière la tête qu'on ne le pensait, et en fait est en recherche de la dimension infernale des Cénobites. Donc je vous mets quand même en garde, c'est un des films les plus gore que j'ai pu voir. Vraiment, il va assez loin dans le trash, dans le gore, et il y a toute une imagerie vraiment assez glauque et assez jusqu'au boutiste, donc vraiment âme sensible, s'abstenir. Mais encore une fois, pour peu qu'on soit friand de ce genre, ce film offre vraiment des visions très tranchées, va assez loin. Je sais pas si on va se faire gauler par le bot YouTube parce qu'il va reconnaître les chansons qui passent, j'espère pas. Mais voilà, malgré ses imperfections, c'est un film qui propose un réel univers, qui recèle une imagerie qui a un souffle, on va pas se mentir. Donc voilà, amatrices et amateurs de genre et plus particulièrement de films d'horreur, je vous conseille Hellraiser 2. Et pas vraiment les suites. Elles sont pas terribles. Non, elles sont pas terribles du tout.
Donc voilà pour les 3 films que je voulais vous conseiller, c'est vraiment 3 suites qui, chacune pour ses propres raisons, avaient toutes les raisons de se vautrer lamentablement, mais pourtant, sans se hisser à la hauteur des originaux, arrivent vraiment à proposer un univers qui fonctionne, c'est des suites de vraiment bonne facture qui méritent le détour. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça montre encore une fois que les bonnes suites, déjà, ça existe, et que les bonnes suites sont dans une sorte de grand écart entre à la fois une manière de respecter un univers de base et en offrir une continuité, mais aussi l'amener plus loin. Donc on est à la fois sur un respect, un socle qui reste solide, mais une manière de rester en mouvement. C'est ça vraiment qui, même s'il n'y a pas de recette miracle, c'est ça qui quand même définit ce qu'est à mon sens une bonne suite, ou une suite correcte, ou une suite à peu près décente. Je me comprends. Voilà pour cette petite sélection, merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu spéciale. Et quant à nous, on va retourner dans la petite mer. J'espère, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les films encore, j'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous intéresseront en tout cas. Et je vous dis tout simplement, à très bientôt. Nous on retourne dans le froid. Let's go. Oh, j'ai envie de skier.